Début mars 2024. Une information a traversé le monde financier sans faire de vagues. C'est le genre d'information enfouie dans des documents réglementaires que seuls les spécialistes décortiquent. Et pourtant, ce qu'elle révèle est monumental. Goldman Sachs, l'un des piliers de la finance mondiale, a déposé un document auprès de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Dans ce document, la banque a révélé avoir vendu pour 847 milliards de dollars d'actifs américains. Répétons ce chiffre, 847 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de pays comme la Suisse ou la Suède. C'est une somme astronomique, l'un des plus grands mouvements de capitaux jamais réalisés par une seule institution financière en dehors d'une crise financière majeure. Et pourtant, pas de panique, pas de gros titres dans les journaux. Mais alors, que se passe-t-il? Quand une banque de l'envergure de Goldman Sachs, qui a traversé plus d'un siècle de crise et de boom économique, fait un mouvement de cette taille, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas une simple réorganisation de portefeuille. C'est un signal puissant sur ce qu'elle anticipe pour l'avenir de l'économie américaine. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie du complot. C'est un fait, noir sur blanc, dans un document public. La vraie question n'est pas de savoir si c'est arrivé, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi une telle somme? Et surtout, que nous dit ce signal sur les tempêtes qui pourraient se préparer à l'horizon? Avant d'analyser les raisons profondes de cette décision, comprenons ce que cela signifie concrètement. Quand on parle d'actifs pour une banque comme Goldman, on parle surtout d'obligations du Trésor américain, de titres adossés à des prêts immobiliers et d'autres instruments financiers complexes. Ces actifs sont le cœur du réacteur d'une banque. Ils génèrent des revenus, servent de garantie pour emprunter et assurent la liquidité de l'institution. Vendre massivement ces actifs, c'est comme si un capitaine de navire décidait soudainement de jeter une grande partie de sa cargaison par-dessus bord en pleine mer. Pourquoi ferait-il ça? Pour alléger le navire, pour le rendre plus maniable en prévision d'une énorme tempête. En vendant ces 847 milliards, Goldman Sachs fait trois choses. Premièrement, elle récupère du cash, elle se met en position de liquidité. Deuxièmement, elle réduit son exposition au risque, notamment le risque que la valeur de ses actifs s'effondre. Et troisièmement, elle se prépare à un environnement où il pourrait devenir très difficile de trouver de l'argent frais. Cette décision n'arrive pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un contexte économique très particulier. Depuis 2 ans, la Réserve fédérale américaine a mené une politique de hausse des taux d'intérêt extrêmement agressive pour combattre l'inflation. Les taux sont passés de près de 0 à plus de 5% en un temps record. Cette hausse brutale a eu un effet dévastateur sur la valeur des anciennes obligations, celles qui avaient été émises quand les taux étaient bas. Vous vous souvenez de la faillite de la Silicon Valley Bank au printemps 2023? C'est exactement ce qui lui est arrivé. La banque détenait des milliards de dollars d'anciennes obligations dont la valeur s'était effondrée. Quand les clients ont voulu retirer leur argent, elle a été forcée de vendre ses obligations à perte, ce qui a provoqué sa chute. Goldman Sachs a vu ce qui s'est passé. Ils ont compris que détenir des montagnes d'obligations dans ce nouvel environnement, de taux élevés, était devenu un jeu dangereux. Ils ont tiré les leçons de la faillite de la SVB et ont décidé d'agir de manière préventive, à une échelle bien plus grande. Mais il y a une autre dimension, encore plus inquiétante. Goldman Sachs n'est pas une banque comme les autres. C'est un courtier primaire, ce qui signifie qu'elle joue un rôle essentiel dans le marché de la dette américaine. C'est elle qui achète les obligations directement auprès du gouvernement américain pour les revendre ensuite aux investisseurs du monde entier. Si un acteur aussi central décide de réduire massivement son stock, c'est qu'il anticipe de sérieuses difficultés sur ce marché. Soit la demande pour la dette américaine est en train de faiblir, soit la volatilité va devenir si forte qu'il est trop risqué de détenir ces titres. Alors, quelles sont les forces profondes qui ont poussé Goldman Sachs à prendre cette décision radicale?
Il y en a trois principales et elles devraient tous nous alerter. La première, c'est la dette américaine elle-même. Les États-Unis ont une dette de plus de 34 000 milliards de dollars. Pour financer son déficit, le Trésor américain doit constamment vendre de nouvelles obligations. Le problème, c'est que les acheteurs traditionnels se font plus rares. La Chine et le Japon, qui étaient de gros acheteurs, réduisent leur position. La Réserve fédérale, qui a massivement acheté pendant la pandémie, a arrêté. On se retrouve donc avec une offre gigantesque d'obligations et une demande qui peine à suivre. C'est une recette pour une crise sur le marché obligataire. La deuxième force, c'est la crise qui couve dans l'immobilier commercial. Avec la généralisation du télétravail, les bureaux dans les grandes villes se vident, leur valeur chute. Le problème, c'est que ces immeubles sont financés par des prêts bancaires colossaux. Quand ces prêts arrivent à échéance, beaucoup de propriétaires ne peuvent pas rembourser. Cela menace de créer des pertes gigantesques pour les banques. En vendant massivement ces actifs, Goldman Sachs se protège contre une potentielle contagion venue de ce secteur. Enfin, la troisième force, plus technique mais tout aussi importante, c'est la tension sur le marché repo. C'est le marché où les banques se prêtent de l'argent entre elles au jour le jour, en utilisant des obligations comme garantie. C'est la plomberie du système financier. Si ce marché se bloque, tout s'arrête. Or, on a observé récemment des pics de tension sur ce marché, signe que la liquidité se fait rare. Pour Goldman, qui est un acteur majeur de ce marché, continuer à détenir des centaines de milliards d'actifs qui dépendent de ce financement quotidien est devenu trop risqué. En résumé, la vente massive d'actifs par Goldman Sachs n'est pas un événement anodin. C'est le signe qu'une des institutions financières les plus puissantes et les mieux informées au monde se prépare activement à de fortes turbulences. Il voit la pluie et les nuages s'accumuler à l'horizon. Une crise de la dette souveraine américaine, une crise de l'immobilier commercial et une crise de liquidité dans le système financier. Cette décision de 847 milliards de dollars est un avertissement silencieux, mais assourdissant pour qui sait l'entendre. Il nous dit que les fondations du système financier sont peut-être plus fragiles que nous ne le pensons. Ce qui se passe dans les salles de marché de Goldman Sachs aujourd'hui pourrait bien avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours demain. Restez informés, restez prudents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une décision massive qui pourrait bien être le signal avant-coureur d'une tempête financière. Goldman Sachs, l'un des géants de la finance mondiale, a décidé de vendre la somme astronomique de 847 milliards de dollars d'actifs. Ce n'est pas une simple opération de routine. C'est un mouvement stratégique qui nous oblige à nous demander « Que savent-ils que nous ne savons pas ?» Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, il faut voir le processus en 4 étapes. La première étape, c'était l'accumulation silencieuse des déséquilibres. De 2008 à 2022, on a vécu dans un monde un peu étrange. La dette publique explosait, les banques centrales achetaient des montagnes d'obligations et les taux d'intérêt étaient maintenus artificiellement bas. En surface, tout semblait calme, stable. Mais sous l'eau, les courants devenaient de plus en plus forts. C'était une période d'apparente tranquillité, mais qui préparait le terrain pour la suite. Puis est arrivée l'étape 2, le réveil brutal. En 2022 et 2023, la musique s'est arrêtée. Les banques centrales, pour combattre l'inflation, ont commencé à remonter les taux d'intérêt de manière agressive. Soudain, la valeur de toutes ces obligations accumulées pendant des années s'est effondrée. C'est là qu'on a vu les premières fissures apparaître avec les faillites de plusieurs banques régionales aux États-Unis. Ce n'était plus un problème théorique, mais bien une réalité tangible qui a secoué le système. Et nous voilà maintenant dans l'étape 3, la réallocation défensive. C'est la phase actuelle. C'est ici que les acteurs financiers les plus sophistiqués, ceux qui ont les meilleures informations et les analystes les plus brillants, commencent à bouger leurs pions. Ils réduisent
massivement leur exposition au risque, ils vendent des actifs devenus dangereux et ils accumulent du cash. La décision de Goldman Sachs de se délester de près de 1000 milliards d'actifs s'inscrit parfaitement dans cette logique. C'est un signal clair et net. Les acteurs les mieux informés se préparent activement à une période plus difficile. Ils ne le crient pas sur les toits, mais leurs actions parlent d'elles-mêmes. L'histoire financière nous apprend une chose cruciale. Quand les géants, comme Goldman Sachs, commencent à se replier de cette manière, ce n'est presque jamais pour rien. Pensez au grand massacre obligataire de 1994. Le marché des obligations s'est effondré, prenant tout le monde par surprise. Sauf quelques institutions qui avaient prudemment réduit leur exposition juste avant. Ou encore, en 2007, plusieurs mois avant que la crise des subprimes n'éclate au grand jour, des fonds spéculatifs et des banques d'investissement avaient déjà commencé à vendre massivement leurs actifs toxiques. Ceux qui ont agi tôt ont survécu et ont même prospéré. Les autres ont été balayés. La grande question est donc, quelle est l'étape 4 ? C'est l'étape que nous n'avons pas encore atteinte, mais qui devient de plus en plus probable. Il pourrait s'agir d'une crise de liquidité systémique où il devient très difficile d'emprunter ou de vendre des actifs, ou même d'une restructuration forcée de notre système financier. Attention, le passage de l'étape 3 à l'étape 4 n'est pas automatique. Les autorités peuvent encore intervenir, mais le risque est bien réel, et il grandit chaque jour. Au-delà des chiffres et des graphiques, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, pour moi, pour l'économie réelle? Les conséquences sont profondes et touchent tout le monde. Premièrement, l'accès au crédit. Quand les banques deviennent nerveuses et se protègent, elles ferment le robinet du crédit. Prêter de l'argent devient plus difficile et plus cher, même pour des entreprises saines. Les petites entreprises, qui sont le moteur de notre économie et qui dépendent des prêts bancaires pour fonctionner, sont les premières victimes. Moins de crédit signifie moins d'embauches, moins d'investissements et une croissance qui ralentit. Deuxièmement, le marché immobilier. On le voit déjà, avec la hausse des taux, acheter une maison est devenu un rêve inaccessible pour beaucoup. Si les taux continuent de grimper, le marché pourrait se figer complètement. Cela ne touche pas seulement les acheteurs, mais toute une chaîne d'industrie, la construction, les agents immobiliers, les artisans. Une économie où les gens ne peuvent donc plus acheter leur logement est une économie où la classe moyenne ne peut plus construire son patrimoine et où la mobilité sociale est bloquée. Troisièmement, l'emploi. C'est une conséquence logique des deux premiers points. Des conditions de crédit plus dures et une consommation en baisse poussent les entreprises à licencier plutôt qu'à embaucher. Les secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt, comme l'automobile ou la construction, sont les premiers touchés. Mais l'onde de choc se propage ensuite à toute l'économie comme un effet domino. Et enfin, quatrièmement, votre épargne et votre retraite. Des millions de personnes comptent sur leurs investissements en actions et en obligations pour assurer leurs vieux jours. Quand les marchés financiers deviennent très volatiles et que la valeur des actifs chute, c'est l'épargne de toute une vie qui peut fondre comme neige au soleil. La sécurité financière de millions de foyers est directement menacée. Il est très important de comprendre que la décision de Goldman Sachs n'est pas la cause de ces problèmes, c'est un symptôme. C'est une fusée de détresse tirée par l'un des navires les mieux équipés de la flotte. C'est le canari dans la mine de charbon qui nous alerte d'un danger imminent. Dans chaque grande crise financière, il y a un principe fondamental à retenir. La richesse ne disparaît pas, elle change de main. Elle passe des mains de ceux qui sont pris par surprise à celles de ceux qui ont anticipé le mouvement. L'histoire nous montre que les plus grands transferts de richesse se préparent en silence, bien avant que les journaux ne titrent sur la crise. Les mouvements les plus importants se font dans l'ombre, lorsque les investisseurs avisés se repositionnent. Goldman Sachs a fait son mouvement. La question est maintenant de savoir qui d'autre se prépare en coulisses et qui sera pris au dépourvu. Nous vivons un moment absolument critique. Rester informé est plus important que jamais.
Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair et à comprendre les enjeux actuels, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On continuera de décrypter pour vous ces signaux faibles qui pourraient avoir un impact majeur sur votre avenir financier. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.